Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé Show. Aujourd'hui, pour parler de l'actualité du cyclisme, je suis avec Maxime, Noah et Hugo, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va tout simplement aborder les courses de la semaine, on va parler des tops, des flops, et on aura un petit débat autour de Pogacar. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, cette semaine, c'était les Strade Bianche qui ont été dominés par un super Tadej Pogacar. Alors, course passionnante malgré tout, course dynamique, mais passionnante pendant un certain temps et pas pendant toute la durée de la course. Ouais, mais après, ça reste quand même une course que si tu enlèves le premier qui a été dominant, moi je trouve qu'il y a quand même eu du suspense pour la deuxième, la troisième. Toutes les places ont été difficiles à aller chercher. Ouais, Ouais, c'est ben, vrai qu'il y a eu énormément de courses derrière Pogacar. C'est vrai que beaucoup de suiveurs et beaucoup de monde ont dit, bref, la course était un peu devenue ennuyante. Moi, j'ai pas spécialement trouvé, parce que c'est vrai que c'est une course super dure et quand il y a un gars comme ça qui domine, c'est difficile de rivaliser. Mais on a quand même vu un Tom Skujns, un Maxime Van Gils, un Pidcock et d'autres quand même se disputer la course derrière. Moi, j'ai quand même bien aimé la petite course derrière. On le savait, Pogacar était fort. On croyait tous à un scénario un peu surprise ou quoi, mais finalement, il était le favori, il a gagné. bah ouais. Ouais, ben on a vu aussi Lennart Van Envelt qui a bien dynamité derrière et on sent que derrière, ils jouaient la deuxième place, c'était leur victoire. Parce qu'il y avait vraiment eu la course pour la deuxième place, comme si c'était le plus gros prix de la journée. Et on a voilà. vu Skynes même qu'il lève les, Ouais. enfin pas lève les Ouais, bras, mais il fait un signe Un geste, de ouais, tout à fait. victoire. Et aussi, pour revenir sur Van Aert, il a fait un très bon rôle d'équipier en allant sur tous les coups derrière Van Gils, qui a permis justement de prendre le temps qu'ils ont pris, quoi. Ouais, c'est un duo. Allez, on a vu Tom Skujns monter en puissance la semaine passée sur le Newsblatt. On a vu Van Gils gagner un chrono, donc ce qui n'est pas sa plus grosse spécialité. Il était en côte, c'est vrai, mais enfin voilà, on a vu deux mecs en forme. Maintenant, au début de saison, avant que la saison commence, on n'aurait jamais parié sur ces deux mecs-là sur le podium d'Estrade Bianche, tant Pogacar, oui, mais pour les deux autres pas. Par contre, moi j'ai une question sur vous, nouveau parcours. Enfin, le parcours est plus ou moins similaire dans la finale. Mais au niveau des kilomètres, c'est quand même beaucoup plus long. Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle dans les résultats de la course? Dans le résultat, je pense pas forcément. Pogacar avait attaqué au même endroit quand il avait gagné donc sur le même secteur. Il y a eu 30 kilomètres qui ont été rajoutés, ces 30 kilomètres qui ont été rajoutés vers la fin. La bosse reste la même et comme on en a parlé un petit peu la semaine passée, ben voilà, je trouve que c'est peut-être un peu trop de rajouter. La course est déjà assez dure et en fait, ben, je pense que la course est déjà, comme je viens de le dire, est déjà assez difficile et que rajouter ça, ben, les mêmes, ceux qui ont des plus gros moteurs vont être là, vont être à l'avant et Pogacar aurait peut-être fait un solo un peu plus court, mais je pense que derrière, il serait disputé la victoire de la même manière étant donné que c'est la même arrivée sur la Plaza del Campo, quoi. Moi, je préfère qu'on enlève les 30 kilomètres en plus et qu'on nous rajoute une heure à la TV de vision parce que mm, honnêtement, combien de kilomètres on a vu avec le groupe réuni? C'est un 13. peu, ouais, bah voilà, on a juste vu Quinn Simons faire une attaque pour essayer d'anticiper. Malheureusement, ben c'était bien tenté, mais c'était pas assez pour que il avance espéré sur Pogacar à la fin du secteur. Mais Maintenant, voilà. il y avait 30 kilomètres de plus, je les enlèverais, mais ça n'a pas changé grand-chose, à part, si on enlève Pogacar, les autres se Les tiennent plus ou moins distances. dans les mêmes temps que les années précédentes, quoi. La course était plus ou moins similaire. Donc, pour Ouais. moi, il y a plus de kilomètres inutiles, mais ça ne changeait au Oui, puis il spectacle. y a des secteurs en plus, mais en termes de kilomètres, c'est près de 70 kilomètres de secteurs cette année. Je pense que l'année passée, c'était plus de 60. Donc, oui, c'est vrai que ça rajoute beaucoup, mais pour des coureurs d'un tel niveau, cette année, c'était 3700 mètres de dénivelé. C'était un peu moins l'année passée, mais c'est rajouter un peu, comme tu l'as dit, des kilomètres pour rien, parce que oui, c'est plus dur, mais c'est déjà tellement dur que rajouter quelques kilomètres de gravier, ça s'inscrit, je pense, surtout pour les organisateurs dans le Ouais, potentiel ouais, augmentation de la course. je vois, mais après, moi, ce qui m'ennuie un peu, enfin, ce qui m'ennuie un peu, c'est quand même le nombre d'abandons. Alors, on est quand même à des courses professionnelles. Chaque année, les Strade Bianche, ben, on sait très bien qu'il y a beaucoup qui ne vont pas au bout, mais ça s'accumule. On voit les coureurs qui
lors de la prise du reportage, cette Kuss est encore avec et finalement ne finit pas la course. On voit des équipiers de Pogačar qui ne terminent pas non plus, comme Del Toro par exemple, alors que c'est des coureurs qui ont super bien travaillé, mais qui n'auront pas la fin, ne verront pas la fin, alors que s'il y avait peut-être une trentaine de kilomètres en moins, on aurait plus de coureurs qui rallieraient l'arrivée, je pense. Ça, je pense pas, parce qu'on voit quand même d'autres coureurs qui ont lâché bien plus tôt, qui ont rallié l'arrivée. Je pense que c'est des mecs qui faisaient la course devant et qui, justement, peut-être, vu de ces 30 km, vu qu'ils étaient plus longtemps devant, se sont plus mis dans le rouge et après se sont dit, moi, j'ai pas envie de me fatiguer trop pour la suite de ma saison. On a vu Del Toro a déjà beaucoup roulé ce début de saison pour aller au pro. Ouais, après, oui et non, parce qu'il a fait 14 jours de course en 2 mois. Ça reste beaucoup, il court à un très haut niveau, il court à un très haut niveau, je suis d'accord, mais il n'a fait que 14 jours de course, qui est quand même pas non plus... Ouais, mais comparé à Pogačar qui était dans son premier jour de course... Mais moi, je suis d'accord avec Maxime, c'est que ça pousse, pourquoi il y a aussi beaucoup d'abandon, et pourquoi les 30 km, ça change énormément, moi je trouve, c'est que pour la suite de la saison, ça va devenir beaucoup, et ça force les coureurs qui sont, comme tu dis, équipiers, à ne pas vouloir vraiment finir la course, ou, enfin, je suppose que s'ils le veulent vraiment, ils le font, mais c'est quand même triste de bâcler la fin d'une course parce qu'on se dit, c'est trop long et ça va devenir, ma forme va devenir de moins en moins bonne. Ouais, moi, je suis pas trop d'accord avec vous, parce que si on regarde un petit peu, j'ai regardé les stats maintenant, et donc cette année, il y a un peu plus de 100 coureurs qui finissent. L'année passée, il y a un peu plus de 120. Eh ben, quand Pogačar gagne il y a 2 ans, il y a 80 coureurs qui finissent. Donc je pense que la course dure, elle est dure. Je pense que les conditions météo jouent énormément. Je pense que si on regarde l'année où Benoît gagne, où c'était terrible, il y avait la pluie en plus, il y en a peut-être encore moins qui finissent, je suis d'accord avec vous, mais je pense que ces 30 km sont là pour rien, mais c'est pas pour ça qu'il y a les coureurs qui finissent en moins, parce que je pense que, voilà, on prend l'exemple, même si ça n'a rien à voir, c'est une autre course, mais on prend San Remo, on met 25 km en plus à San Remo, ben, ce sera ultra long. Ouais, mais tu peux pas parce que ça va changer quelque chose. C'est pas le même niveau de difficulté. Non. Mais il y a aussi énormément de chutes sur cette course-là. Ouais. On l'a encore vu cette année. Magnier. Ouais, quelques skis, pas mal de victimes encore, mais ça fait partie aussi des abandons. Ouais, et puis après aussi, Tirreno Adriatico, c'est juste un jour de repos. Ça commence le lundi. Et en effet, une fois que tu fais l'Estrade Bianche, une grosse majorité, je ne saurais pas dire les pourcentages, mais une grosse majorité fait Tirreno par la suite. Un jour de repos en plus ou quelques heures quelques kilomètres en moins en course, je pense que ça peut aider pour certains, surtout si on vise le chrono inaugural à Tirreno. Enfin voilà, je pense qu'on a un peu tout dit. Course que l'on apprécie, qui a été jouée après 80 km, à 80 km de l'arrivée. Mais malgré tout, ça reste beau à voir. Quand même une petite mention pour Pidcock qui a fait un bon résultat pour, à mon avis, la forme qu'il a. Parce qu'il a réussi à tenir, moi je pensais qu'il allait se faire reprendre dans la dernière ascension. Mais au final, il a quand même su tenir et il finit 4e. Donc c'est quand même super bien. Ouais. Un autre coureur que vous voulez mentionner sur cette course-là? On en parlera peut-être après, mais Lenny Martinez, qui fait quand même un top 10. On sait bien qu'il est très en forme. Très jeune, donc ça promet sur une course difficile comme ça. Martinez avait été invité surprise suite au forfait de Kung, et je pense que c'est justement sa forme et sa dernière victoire en Liguilla, là, en Italie, qui l'ont fait arriver sur la start list. Tout à fait. Je m'attendais à un autre Martinez, mais finalement c'est celui-là. Je m'attendais plutôt. Mais Martinez Daniel Martinez a eu des problèmes, je crois. Si c'est pas une chute, c'est un problème de vélo. Je pense qu'il a eu un souci dans le secteur qui était important. Où on a vu justement le reportage. Ouais, mais juste quand on prend le direct, on voit vraiment qu'il y a 2 groupes et un groupe un peu derrière, et je crois qu'il est dans le groupe juste derrière, et voilà. On n'a pas plus d'informations que ça. Ouais, parce que le direct, on a vu que 90 bornes, et au final, Pogačar a attaqué à 80. Donc, parlant de chute aussi chez Quick-Step, on a vu aussi avec Alaphilippe notamment, ils sont pas garnis encore, en tout cas sur cette course-là. Ouais, et encore un Tim Hollens qui, semaine après semaine, prouve qu'il est très fort. Mais je me demande si dans la dernière ascension, est-ce qu'il a joué à fond, je sais pas. Parce que il était dans le groupe, et pour moi, je trouve que c'est quelqu'un d'assez explosif. Maintenant, c'est vrai que c'était après beaucoup de kilomètres, et une course très dure. Ils ont dû lancer la course très tôt pour Pogačar aussi avec Del Toro, et c'est ça. Donc, je sais pas si c'était les jambes ou si c'est parce que le mental n'était plus pour la dernière ascension. Pogačar, dans l'oreillette, c'est Pogačar a gagné, et dans la tête, c'est je pense. mission réussie. Et après l'Italie, il y a eu aussi 2 courses en Belgique, le Grand Prix Montserrat le dimanche et le Grand Prix Criquillon le samedi.
Le samedi, c'est l'auto qui gagne et le Avec dimanche, Alex Seger. c'est l'auto L'auto qui qui gagne, gagne. encore une fois. Donc, deux belles courses et surtout deux belles victoires pour l'équipe Lotto. On est dans la continuité des dernières années où le top va chercher des points très importants dans des plus petites courses, j'ai envie de dire, mais c'est quand même des courses avec, quand on regarde à l'arrivée, c'est des coureurs qui sont, enfin, marqués, j'ai envie de dire, parce que les conditions font que c'est difficile, mais aussi les relances et tout ce qui est autour. Ouais, c'est des courses de costaud, mais moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est deux mecs qui viennent de la Devo, de chez Lotto. Donc, c'est là aussi que leur travail de scoutisme de ces dernières années commence à apporter ses fruits. Et ce rajeunissement de l'effectif, ben, commence à faire apporter ses fruits. Ouais, tout à fait. Et puis j'ai vu en parlant de ça qu'ils ont déjà fait courir aussi pas mal de coureurs de l'équipe d'Evo cette année, Ouais. comme Jarno Widar au Trofeo Languilla justement. Ouais. Bah, qui gagne aussi. aussi. Mais qui gagne la semaine dimanche Ah ouais, il sur gagne le dimanche, rond de ouais. Lenburg. Ouais, tout à fait. Donc quand tu regardes après sa course avec les pros, ben il revient dans une course à plus ou moins son niveau et directement Il score. il score. Ouais, ce qui est bien aussi, c'est que sur cette petite course-là, on a vu, ils gagnent, mais ils sont pas non plus loin, par exemple, avec Ementen. Quand Seger gagne, il y a encore Ementen qui est derrière, qui va faire cinquième, je pense. Oui, Tamigno Et qui Et fait Tamigno six, qui fait 6 ouais. le lendemain. Et en plus, quand Segard gagne, j'ai envie de dire, c'est très intelligent parce que il laisse le coureur d'Alpecin vraiment faire son boulot. Oui, coureur Et fort. il hésite un peu au final. Et puis on voit qu'il quand il met sa mine, derrière c'est très compliqué. Bon après la réalisation fait qu'on s'attendait que la ligne était plus loin, mais sinon c'était franchement moi il m'a impressionné. On en parlait justement, on regardait la course ensemble. Et j'espérais qu'il le fasse ce coup-là parce que c'est un coureur qui a ces qualités-là et peut le faire. Ouais. Ouais. Puis Oh, ce qui- vas-y, vas-y. dis-moi. Puis ce qui est bien aussi, c'est que l'année passée, encore pour la majorité de ces courses-là, ils avaient besoin d'Arnaud pour gagner. Et que cette année, Arnaud est sur d'autres courses et eux gagnent quand même ces Ouais. courses-là, quoi. Tout à fait. Des jeunes qui passent à palier, c'est important pour Ouais. l'équipe. Et puis, pour revenir sur Henri Ulich, qui fait donc le cours de chez Alpecin, lui aussi, qui fait la filière de développement avec Alpecin. Et donc, on voit l'importance, non seulement pour l'auto, pour Française des Jeux et Groupama qui ramènent des coureurs, Jumbo. Aujourd'hui, tous les coureurs qui passent Pro Tour, presque vont dans de l'équipe développement dans laquelle ils sont, vers le World Tour. Et c'est vraiment rassurant. Et Henri Ulich, je me souviens dans ses années espoirs, il était impressionnant aussi. Il a couru beaucoup avec l'équipe d'Allemagne. Et alors aussi dans les chronos aussi, il était pas mal. Ce qui aide beaucoup ces formations-là et ce qui les lance à faire leur équipe de développement, c'est qu'il n'y a plus de la barrière de je suis en dévo, je dois rester en dévo. C'est je suis en dévo, je peux aller de temps en temps prendre de l'expérience avec la World Tour. Et du coup, ils font une saison, voire deux avec la dévo, mais en passant petit à petit vers les pros. Et puis l'air de rien, ça leur coûte quand même un peu moins cher d'avoir des coureurs d'Evo qui vont faire des courses et qui sont quand même qui ont un potentiel à en devenir que des coureurs qui ont déjà des années d'expérience et qui seront peut-être équipiers mais qui ont au même niveau que les autres et qui n'ont pas le potentiel que les plus jeunes coureurs ont. Et puis tout à fait, c'est plus simple de signer un coureur à 18 ans aussi, quand on sait pas encore ses réelles capacités dans une équipe d'Evo, en lui promettant 2 ans chez la Devo et 1 an en World Tour ou 2 ans par la suite. Ça coûte beaucoup moins cher et beaucoup moins risqué que de faire signer comme un Remco, comme un Marco Bremer qu'on avait parlé la fois passée, enfin oui, il y a quelques fois. Et donc voilà, il y a moins de risques et puis surtout ça coûte moins cher. Donc, Ouais, puis l'équipe est quand même bien accordée, je trouve, autour de ça, avec des gens plus d'expérience, comme des Campenarts. On sait bien qu'il est très proche d'Arnaud et qu'au début, qu'Arnaud était chez Lotto, il a un peu, je vais pas dire mené vers le haut, mais des gens d'expérience comme ça, dans une équipe dans laquelle il y a une Devo et qui emmène les jeunes, je trouve ça super important et intéressant parce que ça peut apporter que du bonus à tout le monde. Même un De Buys, franchement, honnêtement, depuis qu'il y a ce renouveau, cette jeunesse-là qui arrive, j'ai l'impression que De Buys, il a une jeunesse, une deuxième jeunesse aussi. Ouais. Il se relance complètement dans sa carrière et on l'a vu même, aujourd'hui, je passe les étapes, mais dans le chrono avec Paris-Nice, c'était lui le plus fort de chez Lotto, quoi. Ouais. Maintenant, à contrario de ça, est-ce que au fur et à mesure que les coureurs vont arriver jeunes, il va y en avoir de plus en plus, et est-ce que ils n'auront pas fini carrière à 32, 33 ans et on n'aura plus des coureurs comme Gilbert, Valverde ou... Ouais, ça je saurais pas dire. Moi, je reste persuadé que tant que le vélo c'est une passion, je pense que les coureurs vont continuer. Maintenant, quand on regarde, Thibaut Pinot, il arrête très tôt. Les places seront chères. Les places seront chères parce que
Si à 32 ans tu marches plus, bah c'est fini. Moi dans ma génération, c'est bête, mais les coureurs comme Loïc Vigen bah, sont plutôt sur la fin de carrière déjà que le début. Il y a Boris Vallée qui a été champion olympique chez les jeunes, qui a été professionnel chez Lotto, chez Wallonie-Bruxelles, chez Intermarché Wanty, et qui maintenant a arrêté. Fortunéo, enfin l'ancienne équipe Arkea. Ouais. Et donc maintenant il a arrêté, il a même pas 30 ans, enfin il vient d'avoir 30 ans, donc c'est un coureur qui était extraordinaire, qui a battu Tom Boonen au sprint dans ses meilleures années, et qui maintenant a arrêté parce que je pense que là c'est par rapport à la passion du vélo. Ouais, Ouais, puis on dit. voit. Bah, je pense que c'est toute une question de passion. On parle de Gilbert et de Valverde, mais je pense que c'est des coureurs que quand ils allaient s'entraîner et faire des heures et des heures, c'est des mecs qui adorent faire ça. Et encore maintenant, ils vont faire leurs 6 heures. Ils vont faire des stages parce que vraiment c'est leurs vacances à eux et ils adorent ça, quoi. Ouais, tout à Ouais, fait. puis on voit beaucoup, des fois, c'est vrai qu'en tant qu'observateur ou quoi, ben on se dit, ouais, il y a des stars ou des champions, comme vous venez de les citer, qui restent super longtemps, qui font une longue carrière, mais après, il y a des coureurs qui malheureusement partent un peu dans l'anonymat et qui chaque année, ben, on entend qui arrêtent carrière à 30 ans, à 32 ans. On peut même le voir avec Sagan, qui, pour un gars de sa génération, était plus sur sa carrière, mais arrêtait entre guillemets quand même tôt. Même si voilà, il était dans un autre mood, il se dirige un peu sur le VTT aussi. Mais voilà, parce que c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser sur le vélo, je pense, et qui ne s'amusait plus comme avant, qui Mais n'avait il pas a les mêmes jambes toujours qu'avant. dit que sur la route, il prenait pas le même plaisir que sur le VTT et sur Ouais, d'ailleurs, ça fait 3-4 saisons qu'on dit, qu'il dit, oh, ben, je vais peut-être arrêter cette année. Finalement, il continue et pour des Ouais, tout à contrats, fait. et voilà, mais. Bah ouais. Enfin voilà, super part sur l'équipe Lotto qui a quand même formé pas mal de coureurs, même qui sont plus forcément chez Lotto. Par la suite, il y a eu Paris-Nice qui a commencé avec 2 étapes plus ou moins pour sprinter et un contre-la-montre par équipe au jour Ouais. d'aujourd'hui. Ben, les 2 premières étapes, ouais, les Pays-Bas sont à la fête parce qu'ils gagnent 2 fois avec 2 coureurs différents. C'est Olaf Koy qui a remporté la première étape, un sprint avec un Pedersen qui fait deuxième, Un sprint d'homme fort. ouais, Ouais. d'homme fort, et un Lorenz Pitti qui fait troisième, qui prend le maillot. Ouais. Il prend le maillot de lendemain. Oui, il prend Le le lendemain, maillot, après une belle ouais. victoire de Klein, qui est le sprinter surprise. Enfin, on le savait rapide, à moitié surprise de ce Ouais. début de saison. Oui, Quand c'est on vrai voit que l'équipe, la semaine prochaine, c'est Milan-Turin. Il avait Ouais. gagné l'année passée. Il avait l'équipe Tudor qui était totalement à sa cause l'année passée. Mais cette année, il passe un palier parce que là, il fait Mais des c'est résultats toute au niveau l'équipe, hein. World Tour. Hein. Ouais, mais c'est vraiment- toute l'équipe qui passe un palier parce que quand on voit, on en a un peu parlé au moment de la course, mais on voit vraiment à 2 km 400, ils ont la connaissance du parcours, tout le monde est à gauche, eux sont à droite, on se demande pourquoi, et puis d'un coup ils se retrouvent tous devant, comme ça, avec son Ouais, train et parfaitement ils arrivent mis. en plus à 6 ou 7, toute Ouais, l'équipe, quoi. Avec, Ouais, mais je pense aussi, ce qui se passe, c'est que jusqu'à 10 km de l'arrivée, à la limite, il y a eu une non-course sur toute l'étape, Ouais. qui fait Ouais, que ça, toutes les équipes avaient tous leurs coureurs à encore 3 km de l'arrivée, parce qu'il y a eu que 1 ou 2 coureurs qui ont été jetés dans certaines équipes dans la journée qui ont roulé, mais Ouais. sinon, il y avait pas grand monde qui a Ouais, été lâché. la course a été très lente, mais il y a aussi cette connaissance. Le Tudor avait préparé, on voit, DSM était pareil, mais eux étaient à gauche. Au final, Jacobsen fait 28e. ouais. C'est Ouais. et puis, des je mauvaises pense qu'il y a préparations. un homme qui joue beaucoup là-dedans aussi. C'est Je pense que c'est Trentin. Trentin. Ouais, ouais. Avec son D'avoir expérience. Trentin dans son équipe, qui d'ailleurs, pour la parenthèse, De Klein n'est pas là le premier jour, il vient quand même faire 6e alors que le sprinter était derrière et tout, mais voilà, avoir Trentin dans son équipe dans les derniers kilomètres, je pense que pour n'importe qui, c'est... Je me réjouis de voir son classement UCI à la fin de l'année. Hein. Trentin. Ouais. Je pense qu'il va aller chercher des points qui un peu partout, et depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'il fait tout le temps plein de top 10. Enfin, on verra fin de saison, mais je m'emballe peut-être. un Ouais, peu. juste là-dessus, parlant de Trentin et des points UCI, et je t'en refais la parenthèse, Tudor prend un avantage sérieux sur Uno X, sur la course des wildcards pour les courses individuelles, Ouais. parce que c'est donc Lotto et Israël vont sûrement, vu la physionomie de l'année, se rediriger vers les wildcards pour les tours, et pour toutes les courses en général. Et pour les wildcards, pour les courses individuelles, ben là, Tudor a pris un petit avantage de plus ou moins 500-600 points déjà sur Uno X. Et Uno X, surtout pour le moment, ben des coureurs comme Warren Colt et Rasmus Stiller prennent des points. Mais est-ce que au niveau World Tour, ils vont réussir à prendre autant de points que sur le programme qu'ils avaient l'année passée, par exemple sur les 1.1 et hors catégorie? Bon, voilà, c'est un
Petite question. Moi, j'en parlais justement avec Maxime que je trouvais qu'au niveau des points ici, c'était un peu décevant et que ça devait. Enfin, moi, je m'attendais un peu à mieux sur le week-end d'ouverture, puis sur les petites courses qui suivent. Enfin, j'étais un peu déçu, mais il y a eu aussi des petits soucis comme le sprint sur Kurn, il y a eu une chute. Enfin, c'est peut-être un peu trop hâtif comme conclusion pour moi, ma part, mais moi, je suis un peu déçu, quoi. Et puis on en attend quand même beaucoup. C'est vrai on en attend beaucoup pour une équipe comme ça qui démarre, qui vient, je vais pas dire de nulle part, mais ces dernières années. Hugo en parlait la semaine passée, les voyait peut-être même déjà cette année sur le Tour de France. Et moi aussi, j'aimerais bien qu'ils y en soient. Voilà, tout le monde n'a Ils y pas. seront, ils hein. y sont, hein. Ouais. Déjà, Oui, l'année oui, passée, ils oui, sont- mais Non, de Uno-X, on parle. Oui, de Uno X, et qui vont être sur le Tour de France, mais je veux dire, on les voyait déjà avant, comme Hugo l'a dit la semaine passée, même les années précédentes sur le Tour de France. Et ben, en fait, ils vont être là, je pense qu'ils vont peser sur la course. Et en même temps, ben voilà, on est début de saison. Ouais, Je pense tout à qu'il fait. faut pas tirer des conclusions directement des quelques Non. courses qu'il y a eu, parce que voilà, il y a eu, Non. il y a eu des chutes, il y a eu des trucs. Ouais, mais juste là-dessus, il y a par exemple un transfert qui a été marquant cette année, c'est Leknesson qui vient chez UnoX. Bah, c'est un super coureur. Il a 10 jours de course, mais il a 22 points UCI. Ouais. Donc, c'est encore une fois, c'est un coureur qui est visible. C'est un coureur qui, l'air de rien, marche parce que pour faire des échappées comme il fait, il faut marcher. Mais malheureusement, pas assez. En fait, ils ont aussi recruté Magnus Knudsen, qui est très fort aussi, je trouve. Maintenant, c'est des coureurs qui peuvent aller chercher des, des grosses courses, des grosses étapes sur des tours et sur enfin, c'est pas des coureurs qui vont faire des résultats sur un début de saison comme maintenant, normalement. Enfin, moi, en tout Nielsen cas, l'année passée, il a gagné 2 étapes en Algarve, si je me trompe pas. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas des gros marqueurs de points sur l'année, c'est plutôt sur Oui, des voilà, one c'est shot. ça. Moi, je pense que c'est vraiment sur les tours que cette équipe va peser, parce que ils ont eu Johannesson aussi pour la montagne, Qui est et je pense que Cornelison, il a gagné sur le Giro et sur le Tour de France, je crois. sur la Vuelta aussi, je pense. Hein. Je sais pas s'il pense fait que ça a partie des- il gagne sur les 3 grands tours. Ben voilà, ça, ouais. c'est vraiment la preuve. Leknesson, on voit le Giro l'année passée qu'il fait. Pour moi, c'est vraiment sur les tours qui vont arriver. Oui, et puis porter Leknesson, leurs ce fruits. qu'il fait au Tour d'Algarve ici, c'est le début de saison, là qu'il attaque en échappée et qu'il essaye de devancer tout le monde, je suis persuadé que sur un grand tour où il y a 3 semaines de course, eh ben on lui donne un peu plus de liberté que ce qu'il a eu cette fois-ci. Enfin, Ouais, moi, ça. Pour c'est revenir mon sur avis. Cork, il avait gagné 2 fois en Algarve, et il avait fait deuxième et troisième à Paris-Nice sur 2 étapes différentes. Ouais. Donc il avait fait quand même un Un meilleur super Il avait pas gros, porté euh, le maillot jaune super aussi à gros Paris début de saison. justement. C'est possible. Je saurais sais pas pas, dire. je sais pas, mais Enfin voilà, mais après on a vu aussi sur ce Paris-Nice un Remco Evenepoel déjà très offensif le premier jour et il va chercher des bonifications et on voit aussi un Egan Bernal Ouais, qui est prêt. Hein. ouais, la deuxième attaque de Remco à la première étape, qui n'était pas une étape de montagne du tout, mais avec une bosse un petit peu difficile, ben, il y en a 2 qui le suivent la deuxième fois, c'est Roglic et Bernal. Donc ça fait plaisir de le voir. Ouais, mais Après, c'est même ça- Bernal qui attaque Ouais. et c'est Evenepoel C'est- qui contre. Hein. Ouais. Ouais, ouais, mais Bernal reste avec lui Ouais. jusqu'à la fin avec Et Roglic. puis Bernal prend la les bonif trois. juste avant aussi. Ouais. Mais en parlant des bonifs, Il collabore justement, direct. ce jour-là, on voit Skelmous qui est là dans l'arrivée et qui fait 5e, et le lendemain qui va prendre les bonifs au nez à la barre. Ouais, moi, Skelmos, j'adore vraiment ce coureur et Ouais. il montre qu'il a un sens de la course où des bonifs, il peut aller les chercher sans prendre trop d'efforts et il arrive encore à être là avec tout le monde. Moi, je pense qu'on doit s'en méfier pour Paris. Ouais, mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, sur le chrono, il fait partie des battus. Ouais. Je pense, parce que cette méthode de la nouvelle perspective des chronos, de faire plus une poursuite, je dirais, ben, je crois qu'aujourd'hui, il perd une cinquantaine de secondes. Ben, il a une 15 au général. Ouais, voilà. Bah, c'est- comme dit Noah, catastrophe. Paris-Nice, ils ont voulu faire cette règle-là pour le chrono. On comprend pas trop pourquoi, parce que, comme tu l'expliquais, leur argument, c'était d'essayer de séparer les leaders d'une équipe pour qu'il n'y ait pas trop de leaders au classement général, qu'une équipe fasse pas 1, 2, 3. Mais UAE, ici, ils finissent à Ouais, combien 5, je pense. À Parce que 4, quatre, mais c'est- encore une vraiment fois, inévitable pour eux. c'est favoriser les équipes les plus fortes qui peuvent se permettre d'arriver à 4-5 en roulant vite et en faisant un temps, là où une équipe va tout sacrifier pour un homme parce que de toute façon, au chrono, enfin, ils n'ont peut-être pas les armes, mais en tout cas, il faut essayer de faire le meilleur temps possible, comme l'ont fait la majorité des équipes. Et donc, on se retrouve vraiment avec des échelons de la course et un train pour un seul leader, c'est pas vraiment un chrono Ouais. par équipe, en fait. Après, je sais que la météo a joué un grand rôle aujourd'hui, mais
malgré tout, ça restait quand même presque inévitable que UAE gagne aujourd'hui. Ouais, je pense que Euh, Quick-Step allait être devant. Ouais, après tous les- l'intermédiaire, en tout cas, ils sont devant. Parce Maintenant, Et parce Bor que aussi. McNulty a gagné le chrono UAE, Jevine a fait 2 ou 3. Ils ont rajouté Almeida qui est quand même un Almeida, fameux coureur. Ils avaient Pollitt sur le Pollitt début qui- du chrono. Ouais. ce qui est vraiment dommage, Fisher moi Black. aussi, je Fisher trouve Black que aussi. le chrono était fort dur. Je trouve qu'un chrono par équipe, je trouve ça dommage de faire un chrono par équipe qui est normalement le but d'avoir de la vitesse, d'avoir des qualités. Enfin, moi je trouve que quand on parle chrono par équipe, j'imagine des 50 et des de moyenne qui sont vraiment très très roulants, souvent dans Ouais, les comme des critériums, etc. Mais ici, c'est très dur et c'est des pentes énormes. Mais non, je te sens frustré sur le parcours et Ouais, sur ce moi, Paris-Nice. je quoi. suis Ouais, un peu ouais, triste mais quand même. le problème aussi avec de faire cette méthode-là, c'est qu'on voit Roglic qui a voulu, qui s'est dit je peux arriver tout seul, mais au final, au-dessus de la bosse, il a plus que 2 équipiers dans sa roue. Ouais, Et, à moitié du parcours, il se retrouve plus qu'à 3. Et c'est je là voulais qu'il quand prend même du temps. préciser que je trouvais que Roglic était fort parce que faire à 3, limiter en plus avec la pluie, limiter la casse comme ils l'ont fait, ils perdent autant que Jumbo qui était encore à 6 au-dessus de la bosse et qui roulait alors qu'ils ont eu la pluie encore plus. Bah, Ouais, mais quand tu sais pas passer, une bonne- tu sais commencer que le 6e pourra peut-être pas être aussi efficace, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, mais il a des bons mecs dans sa roue. Il a Sobrero qui est bien connu pour ses chronos et qui a été recruté pour ça, je vais Ouais. dire. Mais qui était Et un bloc. Vlasov qui fait un bon début de saison aussi. Et Mais un quel- Bob Jungels qui lâchait beaucoup très tôt Ouais, aussi. ça c'est la déception, je Ouais. pense, du côté de chez Bora. Enfin voilà, pour Tirreno, vous voulez peut-être pour Paris-Nice, pardon, vous voulez peut-être faire un petit prono sur la fin de la semaine. Ah ben, moi je vais me lancer, je vais espérer une belle bagarre entre Bernal, Roglic et Remco. Mais évidemment, le favori pour moi c'est Remco. Mais je vais quand même mettre un Roglic qui va gagner. Je vais copier Hugo. Je vais mettre Roglic qui gagne et j'espère voir un Bernal qui sait se battre avec les deux. Ce serait génial. Moi, je vais dire qu'il y aura une neutralisation un petit peu du côté de Roglic et Remco, vu que Roglic va devoir reprendre du temps et que Remco aussi. Et je pense qu'ils vont trop se regarder et qu'on va voir Fisher Black peut-être gagner. Bah, moi, je pense aussi que c'est un Almeida qui va gagner. Première course un peu de niveau mondial qui pourrait gagner. Parce que de 1, il est déjà en avance. De 2, il court pas s'il est pas prêt. Almeida, en général, Ouais. il court seulement s'il est prêt. J'ai juste un peu peur sur ses débuts de col. Ça, à voir. Mais il n'y a pas énormément de longues montées. Hein. Non, Ouais, mais c'est pour ça que j'ai un peu peur qu'il a du mal à se mettre Mais dans il le est rythme. avec une start list qui est très explosive. Donc, Comme il a de l'avance, tu vois. Ouais, mais il n'a que 20 secondes. Il y a des bonifs. Ouais, je suis d'accord, mais il va falloir Ouais. je trouve qu'il va falloir aller le chercher parce que ben on l'oublie, mais chez les espoirs, pardon, il a quand même gagné les Liège. Ouais, C'est un c'est un coureur bon qui est puncher. apte Hein. à faire des Quand il accros. était chez Quick-Step, il était sur les Ardennais, ça, Ouais. Almeida. Moi, Ouais, comme tu as parlé de Fisher Black, j'aimerais vraiment bien le voir faire un très bon tour. Moi, c'est vraiment le fait que les cols ne soient pas hyper longs que je le vois. Oui, puis comme tu l'as dit, je pense que profiter de le ça. chrono par équipe peut quand même rebattre un peu les cartes, qu'il y ait de la neutralisation, etc. Pour faire peut-être rouler EAE ou quoi. Et pourquoi pas avoir peut-être des outsiders, un Jurgensen, peut-être voir Félix Gall. Jurgensen qui est Oh, je crois qu'il leader. perd du temps aujourd'hui. Ouais. Jurgensen qui Il y a est un leader Stellenbosch qui va devoir aller de, chercher unique aussi. de la Visma. Voilà, il y a des outsiders, il y en a plein. Terrada aussi, d'autres coureurs. Terrada, je le mentionne parce que Astana a comme ça un super chrono aujourd'hui. À Ils 4 très font- tôt. Ouais, à 4 très tôt, ils font un super Et chrono. ils n'ont pas Lutsenko aussi avec. Ils ont Lutsenko qui est avec. C'est quand même un Euh, fameux rouleur, lui. Ouais. Et en fait, D'accord. Pas chrono, c'est ça qui est fou, c'est qu'il c'est pas un rouleur de chrono, mais à mon avis, dans une échappée, il doit ça, faire mal. ouais, c'est. Bah, ici, comme dit Noah, tout le monde passe dans les 2 derniers kilomètres. Chez Astana, c'est limite si c'était pas lui qui faisait les 2 derniers Ouais. kilomètres tout seul, quoi. Ouais. Et il a été très fort. Et quelqu'un qui a été très fort aussi sur le chrono et tant qu'on parle d'outsider, bah on peut citer Van Wilder qui lance Remco et finit dans la route Remco au final quand Remco prend le relais aussi. Maintenant, Remco a dû sûrement donner énormément sur le chrono à lui Ouais. tout seul. Bah voilà, bah si vous êtes prêts, on passe à Tirreno pour voir Ouais. un petit peu un débrief des 2 étapes que l'on a vues pour l'instant. Un chrono surprenant et un sprint massif où là, les gros patrons se sont disputés la victoire. Ouais, ben chrono, depuis le début de saison, qui dit chrono dit souvent OIAE. Donc c'est Johan Ayuso. Juan Ayuso. Juan Ayuso qui l'a remporté. Très impressionnant, qui bat Ghana, notamment, et qui bat aussi deux coureurs surprenants, je trouve,
Oui, c'était que 10 km, mais Jonathan Milan qui fait troisième et Ethan Vernon qui fait quatrième. Coureur qu'on place plus souvent dans la catégorie sprinter, même s'il roule super bien. Quand même impressionnant avec le niveau qu'il y avait. Oui, il a quand même fait l'expérience de piste, je pense qu'il lui a Ouais, servi, je crois que c'est les deux qui Milan, font. ouais. Non, je parle de Vernon. Ah, bah, les deux, Bah, les ouais, deux je font de la pense. piste, Mhm. ouais, donc, Ouais, je pense que c'est des 10 minutes, ça reste des efforts très Ouais. particuliers. c'est vraiment un billard aussi. Oui, c'est ça. chrono, Aller-retour hein, tout c'est- droit, il n'y a presque pas de Ouais, virage. moi, je suis surpris, c'est plutôt sur Ayuso. Ayuso, je le sais qu'il marche chrono. Je sais qu'il est fort et qu'on l'a vu encore une fois au Trofeo Languelia où il est ressorti de là Ouais. de nulle part. Ils étaient à presque une Mais minute. je et crois puis, qu'il est battu juste parce qu'il donne la chance à Christelle. Ouais, c'est parce que UAE a mal couru cette fois-là. Ouais, Ou en tout cas mal, pas ou- très bien couru en tout cas. ouais, ou juste donner la chance. Ouais, voilà. Mais en tout cas, Ayuso, depuis Et le début de saison, Ayuso, il pour marche. le fact, il est battu une fois sur un chrono cette saison, c'est par Van Gips. Ah, Ouais, bah ouais, Donc, sur un chrono de 5 km. ouais. Mais par contre, il y a un coureur que tu as mentionné la semaine dernière dans la vidéo, que tu voyais comme un bon coureur, Tiberi. Tiberi, et il fait sixième. qui fait dans le top 10. Ouais. Et donc peut-être que tu vas avoir raison. Non, moi je sur, pense, retenez-le parce que je pense que sur le Ouais, Giro, il va faire top 5. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et il marche. Et l'année passée sur la Vuelta, il a au fur et à mesure de la Vuelta bien progressé. Et je reste persuadé que ici, il va pas avoir beaucoup de compétition dans son équipe. Enfin, si, toujours chez Bahreïn, il y a toujours des bons coureurs de tour, mais Ouais. je pense qu'il va avoir de la liberté en tout cas. Ouais, il va avoir un rôle de leader dans les. Et il y a un autre Et il y a coureur beaucoup de aussi. chronos en plus au Giro. Et hein. moi, un gars Ouais. que je suis vraiment déçu, c'est Magnus Sheffield. Ouais, Je ça, le je voyais, comprends top 10, pas. il fait 26e. Bon, oui, pas très loin, mais prendre 30 secondes sur un Ayuso sur 10 km tout plat, je pense, j'avais vu passer une stat que dans toute sa carrière professionnelle, il avait jamais fait plus loin que 15e dans un chrono. Où Il j'avais n'y vu a un pas truc eu comme aussi ça. un truc de vent ou à Tirreno sur le chrono? Je saurais pas dire. Parce qu'une autre Même déception Kian. qu'il y a, c'est Kian Brooks aussi que. Ouais, lui, je pense qu'il a pas fait à fond aussi, c'est pas possible. Mais j'ai vu dans sa story Instagram qu'il Ouais, a il a- mis la météo n'était pas avec moi ouais, aujourd'hui. le monsieur ou un météo truc, n'était pas avec moi une nouvelle Mais fois. sinon, il y a un autre coureur pour revenir sur les un peu tops de ce tour, Vauquelin qui fait encore Ouais, sur qui chrono. prouve Oh, encore pas sur que chrono, on sait. non, parce Ouais. qu'il gagne le chrono Ouais, début de si, saison. allez, Ouais. c'est à ce Vous- niveau-là. Vous, Ça, le voyez, j'avais vous le voyez mentionné, battre Vingegaard au départ? Non, Non, ça c'est vrai. non, Ça, non, t'as mais raison, mais c'est je plutôt l'avais quand Vingegaard même qui est souvent. mentionné Ouais. sur le chrono, moi, la Ouais. semaine dernière. Mhm. Moi, j'avais dit que Ouais, sur on le l'avait chrono, dit, ouais, je l'avais c'était dit. un des leaders parce que il gagnait le chrono devant Pedersen et c'était plus ou moins le même genre de chrono court qui montre Mhm. qu'il a des qualités explosives quand même. En Et tout sinon cas, aussi, ouais. en restant sur les Français, Romain Grégoire, Grégoire ouais, qui fait dixième. 10. Sur un parcours comme ça, je pense que je m'y attendais pas. Bah, Je sais c'est bien qu'il est encore 10 fort, minutes. Hein. qu'il marche. C'est Bon, vraiment ça, ceux qui poussent sur, Ouais, qui sur sont des très minutes, ouais. explosifs. Ouais. On va passer peut-être à la deuxième étape, enfin première étape puisque c'est un prologue. Mais avant ça, je voudrais quand même dire que cette semaine, si on regarde la start list de Tirreno et de Paris-Nice, on a quand même des fameux coureurs qui sont en action. Hein. Ça, c'est Ouais. Mhm. c'est chaque année les deux courses, allez, même si elles sont en même temps, où la majorité des tous les meilleurs coureurs du monde sont. Ouais, tu relis les deux, je pense que t'as la start list du Tour de France, quoi. Avec les Ouais, il Van- manque Van Der Poel et et Pogacar. Van Aert. et Van Aert. Ouais, Non, mais là, il n'y va pas cette année. il va pas- Donc, Ouais. voilà. Mais ouais. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. c'est- Et Enfin, juste voilà. un dernier petit truc sur les chronos, on a vu un nouveau Ouais. modèle de casque cette saison. Qu'est-ce que vous en Ça, pensez? c'est ridicule. Et même, je ridicule. sais pas si vous avez vu, une X aussi, c'était, Ben, c'est plus ou moins le même ouais. qu'Inox l'année passée, quoi. Astana aussi, on a un nouveau casque super large. J'ai vu que ça ressemblait, en plus fin quand même, mais que j'ai vu. Ouais, moi, je un trouve peu ça le même vraiment style. Il y a horrible. n'importe quoi. Moi, J'imagine et- combien ils doivent gagner pour mettre ça parce que c'est pas Ouais, possible. Et, Moi, je ils ont l'ai même dit pas justement dans payé, je le une sais pas, conférence, moi. parce Moi, que la personne qui avait le plus de journalistes autour de lui au chrono à Tirreno, c'était le responsable des Ouais. matériels. Et il a dit qu'il gagnait 5 secondes sur 10 km. Ouais. Et je suis vraiment Avec curieux des gars, de voir où mais le- étaient les 5 Dès, secondes. dès qu'ils sont un peu, j'ai vu pour la petite anecdote, Phil Gaiman qui a mis sur ses réseaux sociaux, on a été précurseur à l'époque parce il avait, quand il était pro, eu un casque qui ressemblait vraiment à ça et il a marqué que les réseaux sociaux s'en étaient moqués énormément. Ben ça me ouais. faisait rire parce Ça, c'est n'importe que quoi. 10 ans après, on revient un peu Ouais. sur le même style, c'est marrant. Bah, c'était le week-end, nous, on a un peu fêté le carnaval. Bah, j'avais l'impression que c'était eux, le carnaval, ici. Ouais, sur ça. c'est n'importe quoi. Alors, deuxième étape. Deuxième étape, la Belgique à la fête. On a 3 gars dans le top 4. Donc c'est Jasper Philipsen qui gagne devant Tim Merlier.
Et on a un Ziegel qui fait un super beau sprint, mais qui s'est fait un peu tasser par Girmay, qui a, ensuite de la course, a été déclassé. Ouais, bah, Girmay, qui continue malheureusement son début de saison un peu compliqué depuis son retour en Europe. Et en tout cas, les deux monstres, bah, c'était le duel qu'on attendait et on l'a eu, même si le sprint a été un peu particulier avec ce virage à 400 mètres de la ligne ou 300 mètres de la ligne. Ouais, mais on voit vraiment que Merlier, sur son expérience, passe de 22e à premier du peloton en 9 virages. Maintenant, c'était justement une erreur d'arriver premier. Il lance à 300 mètres et on voit vraiment qu'il est cuit et qu'au final, quand il se retourne, il s'arrête de pédaler 3-4 secondes. Et se dit, oh, mais je vais faire deuxième quand même. Recommence son sprint et fait quand même deuxième. Ah, ça, c'est vraiment Donc c'est surprenant. vraiment dommage. Il n'a Ouais. pas un équipier, Bert Van Leerberg, qu'on avait vu important Qui à l'UAE, qui qui tourne tourne devant devant lui, quoi. Mais ça prouve que si tu tournes 2 ou 3e de ce virage-là, tu finis, enfin, et que t'es un bon sprinter et Ouais. que t'as la forme, tu Ben, arrives c'est à là qu'on à voit faire que un une très OX bon n'a pas la forme parce qu'il tourne 2 et 3. Ouais. Avec Ouais. Christophe et Warwick Ouais, Scholl. ouais, puis faut pas tirer d'enseignement de un seul sprint. Ah et non, de non, ce qui se passe. Merlier Mais par est contre, prêt, je suis déçu, comme je dis, c'est qu'un seul sprint, mais d'un Corbin Strong qui fait que 15e. Non, voilà, il était peut-être pas bien placé, peut-être pas bien emmené. Ouais. Et voilà, comme on l'a vu au dernier Oui, virage mais avec il y a Caleb plein Strong, d'autres c'est pas un coureurs, sprinter pur comparé Ouais. à tout ça. Caleb Ewan Si on peut se dire, il fait voilà, 14, 15e une plus aussi. grosse déception, c'est Ewan, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, j'ai En une parlant notion- juste une dernière chose, j'ai Ouais. appris aujourd'hui que Corbin Strong, c'était son dernière année de contrat aussi. Ah ouais? Et que bah, pour Israël, ça reste un élément important puisque il va falloir prolonger ce coureur. Ouais. Non, mais je Ah, pense que Israël a du budget, moi. Et, Ouais, et j'espère, ils vont avoir j'espère. cette année, justement, Chris Froome, pour faire le contrat aussi, qui Qui va libérer ouais. une nouvelle partie du Je budget. me demande s'il pense, va hein. pas jusqu'à fin 2025. Hein. Non, il voulait s'arrêter fin 2025, je ne sais plus pour quelle raison, je crois que c'est les championnats du monde ou quoi, mais il n'a plus de contrat chez Israël. Ah ouais, voilà. Ouais, Et moi, Vogelsang aussi, si je me trompe pas, Ouais. qui arrive. Je en voulais fin quand de- même juste revenir sur le sprint ici. Moi, j'ai regardé les 10 derniers kilomètres, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'à 5 kilomètres encore, il y a le train de Wanty. C'est pour ça que je veux revenir sur Girmay qui était décevant, avec Rex et je pense que c'est Tunissen qui sont encore là tous les deux à rouler, mais ils sont forts. Je trouve ça impressionnant. Rex. Et que Rex, comment ils roulent et qu'ils arrivent à rester devant le peloton pendant, mais c'est pas 200 mètres qu'ils le font, c'est 600, 700 mètres et même peut-être quasi 1 kilomètre. Et ils arrivent quand même à placer Girmay qui est en top position, mais malheureusement, il n'arrive pas à finir le travail. Vous savez que Rex, moi, l'année prochaine, je sais pas sa situation contractuelle par contre, mais moi, je le verrais bien chez Soudal Quickstep. Ouais, je pense Parce aussi. que leur pôle flandrien il commence à vieillir et à avoir un peu des difficultés. Ils ont justement la vague jeunesse qui arrive avec Van Gilleve, Gelders éventuellement qui pourrait venir, peut-être Luc Lamperty, etc. Mais ça reste très jeune et très Pour le Magny. très tendre. Ouais. Ouais, ça reste tendre. Lui, il prouve cette année, et en plus de ça, imaginez-le pour protéger sur une semaine ou 2 semaines Remco Evenepoel sur un grand tour. Et pour Ouais, mettre- et- Et puis au final, bah, c'est un peu comme je disais avec Arnaud, que c'était dommage qu'il n'allait pas chez Quickstep, c'est qu'il aurait des Lampard, Asgreen, Moscon remplis d'expérience Ouais, c'est sûr. pour l'aider à aller Ouais. là. Tandis Malheureusement, que là, il- il a Girmay, Mike Tennyson, ouais. il a Mike Tennyson Ouais. pour l'expérience, et puis le reste à côté, c'est Girmay Il qui a n'a pas annoncé l'expérience. jusque 2026 chez Wanty. Maintenant, c'est sur Pro Cycling Stats, donc je sais pas si Ouais, c'est normalement, ça devrait les être vrai. citer. Normalement, c'est. Et est-ce que Ouais. d'ici bon, là, ça n'aura pas changé, qu'il y aurait des transferts dans le vélo, comme ça avait Ça, été c'est un déjà autre- cité? Ça, c'est un autre débat, ouais, tout à fait. T'as parlé d'Arnaud Delis, et je pense que c'est le gros moment de parler d'Arnaud, et on va regarder ça dans nos tops, et surtout, malheureusement, nos flops. Alors cette semaine, on va très vite passer sur notre top parce qu'on a un flop malheureusement qui est collectif et qu'on va aborder ensemble. Alors Hugo, ton top vite fait comme ça. Bah, moi, c'est Pity, il a vraiment fait un très très bon week-end, j'ai envie de D'accord. dire. Et Maillot donc, jaune voilà, à Paris c'est Nice. Ouais. Ben, moi, je vais dire De Klein, je sais pas que j'ai déjà cité. Ben, il a enfin gagné, donc je suis très content et je me réjouis de le voir sur ses prochaines courses. Moi je continue alors avec Lenny Martinez, super course, super stradé, super victoire. Donc voilà, qui continue. Et pour moi, c'est le scoutisme de l'auto avec Van de Par et Sigarts. Eh ben voilà, on regarde directement notre flop.
Alors bah oui, on a un flop collectif cette semaine. Malheureusement, après un bon week-end d'ouverture, Arnaud Delis a un peu plus de difficultés, tombé au Grand Prix Samin, course un peu difficile premier jour à Paris-Nice, très compliqué le deuxième jour, un chrono d'abord pas de sprint et à la fin du peloton pendant presque toute l'étape, et un chrono par équipe où malheureusement il a très vite été distancé. Alors les gars, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ben, moi, je sais pas s'il faut s'inquiéter, mais perso, ça m'inquiète un petit peu de voir à Paris-Nice. Ça m'avait pas inquiété après le Samin, il était tombé, il était un peu énervé, il y a eu un petit peu de mise-brouille médiatique autour de ça, mais je pensais que c'était passé. Mais même moralement, il a abandonné 3 courses cette saison, plus donc sa chute, le fait que maintenant c'est pas vraiment à Paris-Nice aujourd'hui dans le chrono, il me paraissait vraiment à bloc, presque comme s'il était malade ou pas bien, parce que c'est pas possible d'être aussi fort que ça au Newsblatt et quelques jours après ou une semaine après être aussi mal. Donc je sais pas ce qui se passe, mais ça m'inquiète un peu pour les jours qui viennent. Bah oui, et puis ce qui est aussi inquiétant, c'est les courses. Enfin, on parle du Newsblatt, mais c'est la seule course où il a vraiment montré quelque chose. Parce que avant, c'est vrai qu'il fait cinquième, je pense, quatrième au Almeria. sprint à Almeria. Mais sinon, le reste, c'est des abandons sur abandons et un peu aussi un manque de compétitivité ici. Mais moi, ce que je me demande, c'est question de sa confiance. On sait bien que chaque année, il a 10 courses, enfin, chaque année, ces 2 dernières saisons, il a 10 victoires. Au moment où il arrive sur les classiques, il a déjà gagné. Cette année, pas, et il ne fait que des grosses courses en théorie. Donc, est-ce qu'il faudrait pas se rabattre sur un petit changement de programme, aller chercher 2, 3 courses de niveau plus inférieur et se donner une victoire pour mettre de la confiance avant d'arriver sur les grosses classiques? Ouais, alors je pense qu'il va falloir prendre un peu des leçons de cette année pour l'année prochaine. Moi, je pense que tout simplement, c'est normal ce qui se passe. Peut-être pas sur Paris-Nice aujourd'hui, parce que vraiment dans le groupe, si Olaf Koy passe normalement la première étape, si Sam Bennett passe, je reste persuadé qu'un Arnaud Delis en forme aurait été un concurrent extraordinaire pour cette course-là. Malheureusement, il a changé son programme. Il va faire la Classica Rennes, qui est quand même une course super dure. Je ne comprends d'ailleurs. C'est pas Ryan, c'est le. Si, c'est Classica ça. Rennes, qu'il abandonne, ouais. Ouais, qu'il abandonne parce que le parcours, la Et course il tombe aussi ce jour-là. la course commence à 150 mètres, 150 km de l'arrivée. Le jour avant, c'est un sprint pur, tout plat, avec des très très bons coureurs comme Olaf Koy. Et on le sait, Arnaud est un très bon sprinter, mais il aime bien quand le parcours un peu plus dur. Puis après, il arrive au Newsblatt. Au Newsblatt, fort. Là, je suis d'accord. Mais en toute transparence, je l'ai trouvé plus fort l'année passée que cette année. Hein. Mais ça reste une course d'un niveau World Tour. Et l'air de rien, l'année passée, il a bien couru au niveau World Tour à Québec. Mais son début de saison, il a eu aussi un peu du mal quand il était au niveau World Tour. Le Newsblatt, il fait quand même une très très bonne course. Il fait deuxième. Et il arrive à quand même distancer beaucoup de coureurs qui étaient déjà très forts. Et en plus, il avait attaqué, il était en compte. Mais c'est vrai que comme tu le dis, pour l'instant, on n'a pas encore d'assurance sur lui au niveau des très grosses courses. Comme si on va aller sur les Kuurne, sur le Newsblatt, des courses de Flandriens comme ça, on n'a pas encore de vraie assurance pour l'auto, quoi, j'ai envie de dire. Et puis ce qui est dur aussi, comme tu l'as dit, moralement, l'année passée, il avait quand même super bien commencé. Il gagne à Almeria, il gagne 2 fois à Bessèges, il fait deuxième du Newsblatt. Il est super bon. Il fait septième de Kuurne, deuxième d'Almeria. Enfin bref, faut pas dire tous les résultats, mais il est quand même là sur toutes les courses qu'il fait. Il en abandonne pas une. Oui, il a la chance de peut-être pas chuter, ou il a un peu plus de chance. C'est vrai que il a joué de malchance en ce début de saison, mais comme l'a dit Maxime, là maintenant, il va aller sur son Remo. Il va continuer à faire que les plus grosses classiques World Tour, enfin les plus grosses Flandriennes World Tour pour arriver jusqu'au Tour des Flandres et Roubaix. Donc c'est vrai que la question se pose que c'est peut-être pas maintenant de se dire un petit changement de programme ou de changer. Ouais, mais enfin, vas-y, Ouais. Non, vas-y. ouais, désolé. Mais moi, j'ai quand même envie de dire, un changement de programme, c'est un peu trop tard. Non. Il reste Paris-Nice. Ça me coûterait d'abandonner Paris-Nice et aller à aller où? Nocquereux. À Nocquereux, d'accord.
Mais moi, je pense qu'il doit abandonner Paris-Nice, en effet, pour se retaper. Parce que s'il est blessé, s'il est Ça malade, sert à rien, ça, il doit la place de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça dommage. bah non, Mais- maintenant, Oui, c'est trop mais tard. maintenant, Y a pas c'est de trop changement, tard, hein. mais je sais bien, mais On avant en a parlé. la course, si tu sais que tu vas rien faire sur les, Non, déjà mais les il deux savait premiers. pas. Il peut pas savoir ça. Bah, hier, il a fait toute la course, Ouais, mais dans hier, le c'était la peloton. deuxième étape, encore une fois. Ah ouais, mais moi, je trouve Et que hier, tu hier peux après, pas on dit, savoir. ouais, Arnaud est blessé au genou. Mais si Arnaud est blessé au genou, pourquoi est-ce qu'on le Ouais, fait ouais, rouler? c'est ça. Non, mais là, je suis d'accord. Maintenant, s'il voulait prendre le risque parce qu'il n'avait plus roulé depuis, bah voilà. Il s'est peut-être dit, Arnaud, ça va dur à cuire. On sait bien par où il est passé. C'est pas une blessure Ouais, mais au genou. c'est ça qui me rassure aussi, c'est que quand on connaît la mentalité d'Arnaud, on sait que si il prend pas la course pour faire le sprint et pour faire la première étape, il n'arrive pas à suivre, c'est que pour moi, il y a vraiment un souci santé. Ouais. Parce que quand on le connaît, on sait que il va pas, c'est pas le genre de coureur qui va dire non, je vais rester dans le peloton. Je pense que ça le fait grave chier de pas être pour la gagne hier. En tout cas. Ouais. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci de forme. Parce que quand on voit que sur l'Omloop, il sait être là, c'est vraiment, allez, je vais revenir sur la confiance, mais il n'a rien fait de la saison, du début de saison. Et puis sur l'Omloop, où il avait très bien performé l'année d'avant, il reperforme très bien cette fois-ci. Puis plus rien de nouveau, enfin, plus rien. Ça chute au samage. Pour moi, je pense que sa forme n'a pas une partie Non. là-dedans. Et puis après, on oublie, mais l'année passée, il était là pour gagner le plus vite possible et pour gagner et enchaîner le plus de victoires parce que le Tour joue cette fameuse montée en World Tour. Cette année, il n'a pas le même rôle. Cette année, l'équipe marche, les points UCI continuent à arriver tout seul. Là, son rôle, c'est de performer sur les monuments. Et on a encore presque un mois. Ouais, mais, pour, mais pour tous monuments. les leaders des monuments ont été gagnés une petite classique à côté avant, tandis que lui a été vraiment sur des courses qui n'étaient pas pour lui. Ah, tout le monde, Mais- je suis pas d'accord, moi, tout le Ouais, monde. mais moi, je pense psychologiquement, comme tu le dis, psychologiquement, je pense qu'il a peut-être besoin d'une coupure ou d'aller peut-être un peu chez lui quelques jours, de se reposer ou d'aller autre part parce que il va aller jusqu'à l'Amstel. Il va faire les Flandriennes, il Non, a mais encore une annoncé fois, c'est un normalement. planning qui pourra changer. Hein, ça... Oui, mais je veux dire, comme dit Maxime, Ouais, c'est parce que des grosses courses tout le temps et c'est peut-être aussi beaucoup de pression. C'est vrai que c'est quelqu'un qui s'amuse sur le vélo, qui est tranquille, qui voilà, mais peut-être que voilà, il n'a pas gagné. Il a peut-être indirectement, hein, sans que lui mette comme ça, mais que ce soit les supporters, l'auto, tout le monde, première année où normalement il va aller sur le tour, où il fait toutes les grosses classiques, où il fait San Remo, où il fait tout ça, ben c'est peut-être aussi un petit peu de pression. On a tous le droit d'être pas trop bien pendant quelques temps, et c'est peut-être 1 ou 2 jours sans, mais qui font que psychologiquement ça entraîne quelques jours ou quelques semaines, en plus avec la malchance. Psychologiquement, je pense que c'est peut-être important de couper 1 jour ou 2 ou 3 ou quelques Bah, jours, d'oublier, enfin pas d'oublier les courses, mais de changer psychologiquement pour repartir Mais sur une bonne dynamique. psychologiquement, je suis pas sûr qu'il soit spécialement atteint non plus. Moi, je pense que si. Mais je pense que moi, c'est surtout ce qui m'inquiète, c'est vraiment moi le physique. Là, tu tombes allez, comment le Grand Prix Samin. Samin, et tu ne roules pas quasiment jusqu'à Paris-Nice, à mon avis, parce que il a un problème de santé, ça m'étonnerait qu'il ait été faire des 200 bornes. Et en plus de ça, maintenant, tu fais ton Paris-Nice, j'ai envie de dire un peu à la cool. Est-ce que ça va pas peser sur sa forme à un moment donné? Non, mais je pense que c'est pour ça qu'il reste. C'est parce que c'est le moyen le plus facile de faire des kilomètres à rythme de course. C'est de faire des courses et de les faire sur le côté. Et je pense qu'il s'attendait peut-être à faire plus d'efforts à la base en faisant Paris-Nice, surtout à jouer la gagne. Mais moi, je reste persuadé que c'est quand même des kilomètres, des heures de selle, à un rythme et à des watts de course. Je pense que Puis à côté de ça, quand il va se relancer, il a quand même une équipe qui est dans une spirale très positive dans ce début de saison. Donc, pour moi, il lui suffira d'une et de se dire après, je vais arriver sur les classiques, même si j'ai perdu Vermeer, j'ai quand même une équipe qui est solide à côté de moi. Ouais, après, je me demande justement, je trouve que l'équipe marche très fort et je suis convaincu. Mais est-ce Il que manque l'équipe Vermeer. flandrienne, Pour moi, l'équipe marche est au point, mais il manque Vermeer. Moi, j'ai très très peur que, enfin, c'est peut-être une inquiétude, ma plus grosse inquiétude, mais qu'il se retrouve dans le même contexte que Girmay. Franchement, je les associe un peu tous les deux, parce que Girmay a gagné Gand et Volgem, c'est vrai, mais depuis, et on n'a pas non plus une assurance qui va aller chercher des gros résultats chaque année. Et à Arnaud, moi s'il te plaît. si, moi j'ai pas de crainte. Moi, j'ai un peu peur au niveau, si ça va pas cette année, que l'année prochaine, il se braque. Non, parce que Girmay gagne combien de courses en carrière? Arnaud a déjà plus de 20 des victoires. Girmay a 3 victoires, 4 victoires chez les professionnels.
des belles, hein. Franchement, qui a gagné le Game, gagné sur le Giro, chapeau, même encore cette année, il a gagné. Mais c'est pas c'est pas un serial winner comme peut l'être Arnaud Delis. Non, ça, je Et pense moi, pas. où par exemple, je peux comparer, parce qu'il y a des coureurs qui ne marchent pas, on en a beaucoup. Mais si tu vois des Jacobsen, des Demar ou des coureurs comme ça, eux, je m'inquiète pour eux, pour Delis, sur sa saison en soi. Je ne m'inquiète pas parce que je suis sûr qu'à terme, il va en regagner et même des belles. Ouais, et peut-être qu'il vise que vraiment le moment Tour des Flandres-Roubaix et va arriver un peu plus tard en forme. Maintenant, c'est justement là, cette chute va peut-être le handicaper pour Ouais, le ça, c'est futur. Ou peut-être, Mhm. à contrario, lui donner un peu de la fraîcheur parce qu'on sait bien qu'Arnaud, il y va sur les efforts et il peut peut-être être cramé, je dirais comme l'année passée, où la chute à Dunkerque lui avait fait du bien, je pense. Ouais, tout à fait. Oui, et puis je reviens un peu sur ce que tu disais, Maxime, que pour toi, c'est pas physique avec Arnaud. Alors, j'étais totalement du même avis que toi. Il y a 24 heures d'ici. Ce qui me fait mettre la puce à l'oreille et le doute, c'est le chrono d'aujourd'hui. Parce que Arnaud, après, c'est vrai, on a tous le droit d'être pas bien, etc. Mais oh, s'il y a peut-être un petit pépin ou bêtement qui était pas bien, il y a une petite maladie ou un petit virus, je sais pas, mais après La quelques blessure. kilomètres, il est dans la roue de ses équipiers, il y a tous les coureurs de l'équipe sont là, et il est à bloc, il pète, il est à 2-3 mètres, et c'est tellement un homme fort en mental qui revient, qui recolle, finalement qui saute dans la bosse. Maintenant, le chrono était vraiment dur. On a vraiment vu tous les sprinteurs exploser dans Un par les un. 5 premiers kilomètres, quoi. Et même Ouais, Apolline, et puis, qui même était Apolline. très fort, il a pris 5 kilomètres, il doit laisser, bon, c'était UAE qui était vraiment très très fort et qui avait que des grimpeurs dans l'équipe, mais il les a laissés filer parce qu'ils ont ouais, et faussé. puis après aussi, pour revenir juste sur Arnaud, quand t'es blessé, Bah et que oui, tu dois te mettre ta sur un position vélo de de chrono. chrono, bah, c'est pas Ça, la ça même joue, chose, ça ça joue joue, donc, Ça ouais. joue aussi, mais pour revenir à ce que tu disais, Hugo, que les sprinteurs pétaient, oui, mais en même temps, comme tu disais, l'homme le plus fort chez l'auto, c'était De Beust. Donc voilà, il y a deux poids, deux mesures. Ouais, mais c'est pas c'est pas le même travail. Et Déjà, De Beust, un, t'as beaucoup, un ouais. chrono que, Et il puis marche blessé, très, très tout fort. simplement. Ouais, Un je chrono pense que t'as blessé. raison. Le vélo de chrono joue la position, ouais, Ouais. c'est pas évident. Enfin voilà, donc on arrive à s'inquiéter un petit peu, mais on reste quand même confiant Moi, que je reste optimiste pour Arnaud, pour la parce que semaine. on le Oh. connaît un peu plus personnellement et on sait que c'est un mec qui a le cerveau dur, quoi, Et qui, puis, Ouais, en puis tout tout ce qu'on lui cas. souhaite, c'est de... qui a de la confiance en lui. Et on espère qu'il sera dans notre top dans La les prochaines semaine- semaines. Ouais. Pas la semaine Et prochaine. surtout qu'il viendra nous rendre visite sur le podcast. Enfin voilà, bah allez, on va passer au grand débat alors. Le grand débat cette semaine, bah, suite à son one-man show sur l'Estrade Bianchi, on va se poser la question. Pogacar, dans l'histoire, à quelle place on le positionne? Alors, bah, on sait tous qu'on a un coureur qui domine le classement de l'histoire du vélo, c'est un peu Eddy Merckx. Mais on a eu d'autres coureurs qui, par la suite, se sont peut-être pas rapprochés, mais qui sont dans un classement. Et vous mettez Pogacar dans les plus grands de l'histoire déjà ou pas encore? Ben voilà, pour commencer, C'est difficile de commencer parce que je vais pas dire oui, je vais dire un petit peu entre les deux. Mais c'est vrai qu'il est très impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup avec lui et qui me fait dire qu'il est le plus grand de l'histoire, c'est que on a l'impression qu'il peut gagner sur tous les terrains. Un coureur dans le cyclisme moderne, un coureur qui sait gagner et qui gagne d'ailleurs des grands tours et notamment le Tour de France qui est la plus grande course du monde, qui sait gagner des monuments, mais pas que des monuments pour grimpeurs où ça pourrait comme un Tour de Lombardie où c'est plus dur, où là ça on voit régulièrement correspondre des coureurs de grands tours ou de courses par étapes performer sur cette course-là. Ben, on parle d'un Tour des Flandres, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais moi je le vois gagner les 5 monuments. Pour moi, il pourrait gagner que Paris-Roubaix dans sa carrière, ce serait difficile, mais il pourrait totalement le faire. Donc pour moi, s'il n'est pas encore dedans, il le sera parce que il est pas vieux non plus. Et ce qu'il a déjà accompli à son jeune âge est impressionnant. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est que on voit bien qu'il s'amuse et il veut être partout, quoi. Comme un jeune, il a envie d'aller gagner. Première course qu'il veut faire l'Estrade, il veut gagner. Il veut aller sur le Giro, il veut aller sur le Tour, il veut aller au championnat du monde. Enfin, je veux dire, il a envie d'être C'est un partout. coureur qui est un peu comme à l'ancienne, n'a vraiment peur de rien. Il va redoubler les deux victoires. Il va retenter Giro, Tour de France sur les victoires. Ça fait Chris Froome qu'on a pu voir ça. Donc au final, il est encore là, il attaque à 80 bornes de l'arrivée. Pourquoi j'attaque? Bah parce qu'on est plus de 20 derrière, j'étais plus fort. Bah voilà, il a peur vraiment, il s'en fout de combien de temps, à l'instar de Remco Evenepoel au final. Donc eux vont, je pense, vont se porter vers le haut,
un peu comme Van Der Poel et Van Aert se sont fait dans le cyclocross. Mais moi, j'ai vu une stat qui était impressionnante. On parle du meilleur coureur de l'histoire qui est Eddy Merckx. Et ben, le dernier coureur à avoir fait Tour des Flandres et le Tour de France, gagné la même année, c'est Eddy Merckx. Mais il n'a pas Donc, gagné. Non, il n'a pas gagné l'année passée. Hein. Il n'a pas gagné le Tour de France. Pas la même année, pardon. Je sais pas du tout. Il a gagné les deux. Pas, Ouais, ouais, pardon. les deux, pardon. Mais c'était le dernier coureur, c'est Eddy Merckx. Et c'est quand même impressionnant parce que ça veut dire qu'entre les deux, il n'y a jamais eu un coureur qui a fait les deux, quoi. Ouais, c'est Ouais, cool, je pense que pour lui, son jeu, c'est de gagner tout. Et Ouais, il a c'est vu sûr. qu'il pouvait être le plus fort du monde, et je pense il veut gagner tout. Maintenant, ce qui lui manque, il a quoi, 24 ans, 25 ans? Je crois que c'est la Je pense- première année qui n'est plus. Ouais, au la niveau seule européen. ligne qui manque à son palmarès, ça a été 2 champions du monde. Le reste, pour moi, il peut arrêter carrière, il fait partie des plus grands coureurs cyclistes. Est-ce que si. Enfin, vas-y. J'aimerais bien quand même qu'il gagne le Giro et la Vuelta. Ouais. Ouais, mais il a déjà quand même gagné le Tour de France. Ouais, il a déjà fait un podium sur la Vuelta aussi. Ouais. Il a déjà gagné deux Des étapes. étapes. Ouais, mais pour compléter ce beau palmarès, Ah oui, franchement, pour le compléter. ça c'est Mais, vraiment mais un plaisir. actuellement, pour moi, c'est le seul en tout cas, c'est le seul de ma vie que j'ai vu qui est capable de gagner 5 monuments et 3 grands tours. Mm. C'est le seul possible. Je vois aucun peut-être Valverde Je qui suis est certain qu'une fois dans sa carrière, il tentera de le faire sur la même saison. les 3 grands tours. Et les 5 monuments. Oh, Ça, je suis pas sûr. Il est fou. Il adore. ça fait Maxime. Moi, j'espère, en fait. Ouais, je pense que Alors, là, t'as c'est mis quoi avant de venir? Et on ressortira peut-être ça dans 10 ans. en disant, voilà. Et qu'il aurait raison. Ouais, tu vois. ouais, ouais. Si. Non, mais Et moi, les stradés avec. Ouais. Mais moi, Qui je sera pense, sixième je monument. pense que il peut, par contre, aller. C'est le seul coureur en activité qui, pour moi, peut aller chercher le record de Cavendish ou de Eddy Merckx sur le nombre d'étapes, parce que l'air de rien, il est déjà à 11 victoires d'étape. Pour moi, cette année, c'est le grand favori pour les championnats du monde. À voir comment dans l'état de fraîcheur, mais il peut encore enchaîner un championnat du monde sur un parcours très très difficile cette année. Liège-Bastogne-Liège, il l'a déjà gagné. Le Tour de Lombardie, il l'a déjà gagné à 2 reprises. Et le Tour des Flandres, pour moi, c'est la course qui lui convient le mieux. Celle qui aura pour moi le plus dur à aller chercher, c'est Milan-San Remo. Moi, je pense qu'il aura peut-être plus dur à aller chercher Paris-Roubaix, dans le sens où sans Remo, c'est vrai que c'est des fois un peu la loterie, mais ça lui correspond quand même peut-être pas si mal. Un Pogacar dans le Poggio qui arrive à faire ne serait-ce une petite différence dans une descente, il est bon partout. C'est pas un manche non plus, donc à moins qu'il y ait un Mohoric à 2 secondes, il peut faire une différence, peut même petite soit-elle y gagner. Toi, dans Paris-Roubaix, il y a beaucoup la chance qu'il joue, les équipes, les autres qui sont là aussi. Ouais. Moi, Il je fait- rejoins Boris. Je pense que ça va être trop compliqué de faire une différence dans le Poggio. Surtout que la course se joue il y a la Cipressa avant, mais principalement que sur le Poggio. Moi, Et après, il y aura toujours quelqu'un dans sa roue. Pour moi, il est pas assez. Ou alors il doit Moi- gagner comme Stuyven alors. mais moi, je le vois cette année gagner Milan-San Remo, mais pas, je le vois comme vous, pas faire la différence dans le podium, mais gagner comme Stuyven. Ouais, mais tu crois franchement que Van Der Poel va laisser sortir? J'allais dire, si tu vois Van Mais Van Der Poel, enfin, il a déjà gagné, mais voilà, est-ce que Pogacar peut pas le surprendre? Enfin, maintenant, Ouais, puis, être surpris de Pogacar, c'est vraiment. Il Ouais. est trop Plus gros favori tactiquement, pour le laisser sortir pour moi. C'est Ouais. comme Van Aert. Maintenant, tu Ouais, ne je suis saurais d'accord pas avec laisser Van Aert sortir dans un groupe dans la descente du Poggio pour moi. Alors que Paris-Roubaix, ça peut être des efforts de 1-2 heures où t'es au rupteur au niveau des watts, parce que ces dernières années, encore une fois que la course s'ouvre de très loin, les mecs ils sont à bloc tout le temps, et ça c'est quelque chose qu'il aime bien, et qui là par contre il pourra profiter des mouvements d'équipe. Et il sera beaucoup moins favori. Seul souci, beaucoup moins favori, et seul souci c'est que pour pouvoir battre Van Aert ou Van Der Poel ou la majorité des Flandriens, il doit venir tout seul. Ouais, tout seul, je pense pas, Je parce pense qu'il est pas, quand même non. rapide, surtout après Mais 250 pas bandes comme ça, contre mais Van Aert et Van Der Poel. pas contre Bah, Van on Aert, a Van quand même Der vu Poel. un sprint à l'E3 l'année passée où Il il a était- été troisième, mais on a vu à Van Der Poel qui a un saut de chaîne dans tout n'est pas, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Théoriquement, il est moins rapide, mais on sait jamais ce qui peut arriver sur un Roubaix. Franchement, ça peut, en plus, c'est dans une arrivée en sur-piste comme ça, c'est spécial. Moi, je trouve. et puis même, comme vous venez d'en parler, il est fou, il attaque de loin, dans un cyclisme un peu d'une autre époque. Pourquoi pas sur Milan-San Remo qu'il attaque de loin?
qu'il attaque dans la Cipressa ou, Ouais, mais la longue ou alors voie, qu'il mais demande non, à UE de faire tout éclater je vais Mais pas dire dans les capis, mais je vais pas ils dire dans les vont- ça, ils capis, vont mais à le faire, l'avance. je Ouais, mais pense. UAE va pas faire sortir Van Der Poel et Ah tous les non, non, pas concurrents du tout. dans Pas ces du tout, mais montées-là. Non, mais ils en vont- homme contre homme, en arrivant dans la Cipressa ou même au Poggio à 3 avec 40 secondes d'avance, c'est pas la même histoire qu'arriver peloton groupé et qu'on Non, monte le Poggio je pense- à Je pense super que vite, chaque comme année, d'habitude. ils vont utiliser jusqu'à la fin de sa carrière tous les capis et tout de la Cipressa pour rouler à bloc. L'année passée, Formolo a fait un travail extraordinaire. Il n'y est plus cette année, mais il va sûrement être remplacé par d'autres coureurs. De toute façon, vu le vivier UAE, ben, on n'a pas trop de soucis à se faire. Et puis, ils vont arriver à une trentaine, quarantaine dans le podium comme une grosse majorité des années. Et là, ben, à lui même d'arriver avec, même si ce n'est qu'avec Van Der Poel, au moins il fera encore un podium sur un monument. Enfin, je vais juste changer parce qu'on commence à avoir une longue vidéo. Par rapport à des coureurs comme Gilbert, Bonnen, est-ce qu'il est déjà au-dessus? Pour moi, oui. C'est pas le même style de coureur. Non, Ah mais oui, si non, tu mais- dois me classer dans l'histoire. Pour moi, il est au-dessus. Beaucoup trop dur comme question. Si. Euh, Je pense que au-dessus, pourquoi, comme je l'ai expliqué, c'est Tour de France, Tour des Flandres, avoir ça sur ta propre. Maintenant, franchement, ça, il y a question, mais le jour où il est champion du monde, pour moi, il y a plus Ouais. débat. Parce que Bonnen, quand on regarde, il a gagné le Tour de Flandre à trois reprises, 4 reprises Paris-Roubaix. Il est champion du monde. Ça fait, si on compte sur un même niveau, ça fait 8 courses majeures, des étapes autour. à l'instar mais- du maillot jaune de Pogacar, c'est maillot vert autour. Ouais, mais non, Je pense que la seule différence où on peut aller chercher, c'est que Pogacar est venu gagner une Flandrienne alors qu'il est plus ardennaise et grimpeur, que Boonen n'aurait jamais su aller gagner une ardennaise. à Ouais, la c'est place qu'il de- a gagné partout. Il a gagné, comme Maxime l'a dit, il a gagné quand même 2 Tours de France. C'est quand même pas rien. Et comparé même à 2 maillots verts, qui est pour moi un des plus beaux maillots du monde, je vais pas dire peut-être devant le jaune, enfin, ça se discute, c'est un autre débat. Mais pour moi, c'est quand même largement au-dessus de gagner 2 Tours de France. Et sa carrière n'est pas encore finie. Mais pour moi, même au jour d'aujourd'hui, gagner 3 monuments sur 5, 2 Tours de France, des étapes sur le Tour de France, la Vuelta, des belles courses comme l'Estradais et autres, pour moi, il est au-dessus. Au-dessus de Gilbert, moi, j'en suis sûr, Ouais. pour Moi moi. aussi. Mais Bonnen, ça se discute. Mais si maintenant, il devait finir sa carrière maintenant, malheureusement, je pense qu'il aura marqué peut-être moins les esprits qu'un Tom Bonnen sur les années. Mais pour moi, il a une meilleure carrière que... Ouais, je pense qu'à la fin de carrière, quand on repose cette question, quand il aura fini sa carrière, ce sera oui. Maintenant, les autres ont fini leur carrière que, pour moi, Gilbert, oui, c'est sûr, il est devant. Maintenant, Boonen avait aussi énormément de panache et a procuré de très beaux moments. Et sinon, Mais bah, toi, ton avis, parce que tu le dis pas. Moi, je pense que Philippe, l'air de rien, est passé très près. Lui, il a fait 4 monuments et un podium et champion du monde et l'Estradais et aussi des victoires sur les 3 grands tours en étape, pas en victoire. Donc moi, je pense qu'il est dans cette catégorie-là. Pogacar va le dépasser très très facilement s'il continue sa carrière à ce rythme-là. Bonnen, pour moi, c'est un peu un coureur à part parce que ça a été l'idole du peuple du vélo. C'est bête, mais le vélo en Belgique, c'est une religion. Les Flandriennes, c'est quand même 3 semaines où tout le peuple flamand est en extase, fait la fête. Et Bonnen a marqué cette période-là. Et je pense que personne, en tout cas dans les prochaines années, ou en tout cas actuellement, ne pourra unir en tout cas le peuple flamand comme Bonnen l'a fait. oui, c'est sûr, parce que Pogacar vient d'une nouvelle nation du cyclisme qui a émergé ces dernières années. Mais je pense que Pogacar peut quand même être aimé du public dans le sens où il incarne ce personnage quand même gentil, un peu naturel. On l'a vu sur le Tour de France avec Vingegaard, il a quand même été super sportif. Et quand tu le vois même en interview ou n'importe quoi, il est quand même super gentil. Donc oui, il n'a peut-être pas l'aura qu'a eu Bonnen. Non, il est pas encore sur la fin de sa carrière. Donc voilà, ça peut évoluer. Il a quand même du panache. On l'a vu quand il vient de gagner Strade Bianche. Il est quand même avec le public, en communion un petit peu avec le public. Donc on le vit pas de la même manière. C'est pas un Flandrien dans l'âme comme l'était Tom Bonnen et comme il faisait vivre le peuple flamand, etc. Enfin,
Ben, je me demande il avait été belge, est-ce que tu crois qu'il aurait pu amener une aura comme l'a amené peut-être pas Bonen parce que là c'est comme très court la carrière qu'il a actuellement Pogacar, ça fait que 4 ans qu'il a, je pense. Bah, que depuis 2019 ouais. qu'il Ouais, est arrivé donc sur il la est sur sa Vuelta. 5e année, j'ai envie de dire. Ça fout, Et ouais. donc, Ouais. je pense que s'il avait été belge, ben on en aurait fait une star, limite un dieu comme un Eddy Remco. Merckx, quoi, il y a tout ça. Puis moi aussi, j'ai grandi et j'ai appris à aimer le vélo avec Tom Boonen. En même temps que Tom Boonen, j'avais 7-8 ans, j'étais gamin et je voyais Tom Boonen à la TV, c'était mon idole. Ça l'est toujours. C'est là la différence avec Pogacar, on est déjà plus vieux et on rêve moins. Tu vois, quand on est gamin, on rêve d'être comme lui. Là, on sait qu'on sera Oui, plus puis il y a comme le lui. On sera sentiment jamais comme lui. national, sentiment national, un Belge qui devient champion du monde, qui est là sur les Flandriennes, qui arrive à battre ou à se bagarrer avec le grand Cancellara, star aussi des Flandriennes. C'est un des derniers duels mythiques, en tout cas sur les classiques de ces dernières années, quoi. Donc, Après, C'est là que moi je reviens, c'est que les dernières années ici qu'on a maintenant, ça, il y a de plus en plus de duels et de plus en plus de têtes d'affiche d'une course, comme dans les rings de boxe ou etc., où il y a des Remco qui vont affronter des Pogacar sur le Liège-Bastogne-Liège, mais aussi Wout van Aert et Van der Poel sur le Tour des Flandres. Donc c'est aussi un côté fort ou mythique, quoi. ouais, puis on voit, tu disais tout à l'heure, Boris, que il y a des fois des gars qui sont, enfin, comme Pogacar, qui est au-dessus du lot presque tout le temps. Et ce qui est aussi des fois beau à voir, c'est que tu as des gars qui sont au-dessus du lot, comme Van der Poel par exemple, et qui vient sur un Tour de France, être un peu plus modeste. Certes, il est sur Sprinter énormément, mais c'est vrai que par exemple, on voit Van der Poel, un gars comme ça, arriver sur un Tour de France, si on regarde purement les résultats, et qui gagne pas une fois, qui fait pas une fois dans les 2-3 premiers, on se dit c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est comme la preuve que dans le cyclisme d'aujourd'hui, faut être un peu à fond tout le temps, et que même s'il y a les gros champions qui des fois prennent un peu le lead et malheureusement il y a que eux, ben il y a quand même des fois ils ont quand même aussi des passages à vide. Il y a quand même des courses des Flandriennes où on voit Van Aert et Van der Poel ne pas arriver à deux, arriver avec des Koung, des Pedersen et d'autres gars super forts qui ont des fois sur des grandes courses l'étiquette d'outsider, mais qui sont quand même là et qui sont quand même à un niveau extraordinaire, comme on l'a vu par exemple sur la Vuelta l'année passée, ben, l'équipe Jumbo au-dessus du lot, mais c'est Kuss qui gagne par exemple. Donc voilà, c'est un autre débat, ça n'a rien à voir, mais c'est la preuve que, grâce au jeu d'équipe notamment, mais un outsider peut quand même gagner malgré que le cyclisme soit beau, qu'il y ait du spectacle, etc. ouais. Moi, j'ai deux dernières questions pour vous. La première, c'est que, est-ce que vous pensez que c'est la plus grosse star du peloton? Donc, actuellement, au niveau de l'aura, au niveau des fans, au niveau, ou alors, si ce n'est pas lui, qui c'est? Dans l'aura, on est des fans, je pense que Remco Evenepoel est vraiment très, très haut parce que il a des clubs de supporters partout et il a aussi un caractère, j'ai envie de dire fort, qui fait que, en tout cas, moi dans les échos que j'ai, c'est lui la vraie star du peloton. Maintenant, au niveau de performance et au niveau c'est le meilleur coureur pour moi, c'est Pogacar à l'heure actuelle. Ben, pour moi, c'est assez compliqué de dire ça, parce que star dans quel sens? C'est vrai que tu dis Remco, mais nous on est en Belgique, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, et puis c'est vrai qu'on voit beaucoup des coureurs qui viennent de, comme j'ai dit tout à l'heure, de plus petites nations du cyclisme, en tout cas de nouvelles nations du cyclisme, et qui créent vraiment un engouement dans leur pays. Il y a quelques années, c'était un peu Quintana avec la Colombie, on voit Girmay qui vient d'Afrique et qui amène énormément de choses. Je pense que c'est grâce à des gars comme ça, notamment qu'il y a les championnats du monde qui vont se dérouler là-bas. On voit un Vingegaard, ben on voit, je sais pas si on voyait autant, même si il y a depuis plus d'années des Danois qui sont là, mais je sais pas si on voyait autant de Danois sur le Tour de France il y a ne serait-ce que 5-6 ans, j'en suis pas certain. Est-ce qu'on voyait autant de Slovènes avant Roglic et Pogacar? Non, donc je pense que chaque coureur est une star, chaque champion est une star dans son pays. Et puis oui, il y a des gens qui arrivent au stade de presque légende ultime. Et ben maintenant dire si c'est Van der Poel, Pogacar ou peut-être même Van Aert ou Remco, je sais pas, j'aurais du mal à choisir en tout cas pour aller d'un niveau, je veux dire planétaire, c'est assez compliqué, je trouve. Toi, tu dirais que c'est qui la plus grosse star du peloton? Moi, je vais partir sur Mathieu Van Der Poel.
Parce qu'au final, il gagne autant qu'eux et il est aussi en cyclocross, Van Der Poel. En VTT. Et en VTT, donc il touche aussi plus je veux dire, de population Il fait le du spectacle vélo. énormément. Voilà, maintenant, c'est difficile de donner une star parce que c'est des coureurs qui sont aimés un peu partout, tellement ils procurent des beaux moments dans le vélo. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que Van Der Poel, malheureusement, c'est pas mon coureur préféré, mais ça reste la star pour moi actuellement dans le peloton. Quand il se déplace et quand il arrive sur le Tour de France, tout le monde le regarde. Quand il arrive au cyclocross à Tabor ou peu importe, les gens sont tous là pour le voir. Et ouais, c'est encore une superstar. Et dernière question, c'est si vous devez prendre un de ces grands champions dans votre équipe en premier pour construire votre équipe, c'est Pogacar? Moi, c'est Pogacar. Sans Pogacar hésitation. aussi. Ouais, Pogacar aussi. Hein, Pour Il moi est aussi. complet au maximum. Les gars, je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose sur cette déjà longue vidéo. Moi, non, on a été assez complet. Non? Non. Parfait. En tout cas, merci à vous d'avoir partagé vos opinions. Merci à vous, spectateurs, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. Ça nous permet de continuer à avancer, de liker, de vous abonner. Ça, c'est le plus important. Et à la semaine prochaine. À très bientôt.